Après s'être attaqué aux produits chinois, on a un président Trump qui se présente, on le sait bien, comme Monsieur Tariffman, il répète souvent sur Twitter, qui annonce donc des droits de douane sur des produits européens pour l'équivalent de 7,5 milliards d'euros de marchandises. Bonjour Emmanuel. Bonjour David. Emmanuel Lévy, rédacteur en chef adjoint au magazine Marianne. On se dit quoi? Est-ce qu'on va pas un peu loin ou trop? Est-ce qu'on n'est pas trop rapide en disant voilà, c'est un nouveau front commercial? Pour vous, à vous écouter, non, même pas mal, c'est rien. Bah, c'est plus une guéguerre commerciale, en répliquant ce qu'avait dit M. Le Pen en parlant de M. Maigret à l'époque avec un poupouche. 7,5 milliards. Le parallèle est surprenant. Une guéguerre, oui. 7,5 milliards d'euros, il faut ramener ce que c'est par rapport aux volumes d'échanges entre les États-Unis et l'Europe. C'est assez faible. Si on regarde juste une entreprise dont on a beaucoup parlé, Lubrizol, qui est une filiale américaine en France, rien que cette entreprise exporte pour 700 millions d'euros depuis la France vers le reste du monde. C'est presque 10% de ce que les Américains en volume vont taxer comme marchandise depuis l'Europe. C'est pas grand-chose. La France, elle exporte aux États-Unis 40 milliards d'euros chaque année. Si on met ça comme volume l'un côté de l'autre, on voit que c'est pas dimensionné à la même oui, mais échelle. c'est ciblé, encore une fois. Vous avez vu la réaction d'une partie de l'industrie agroalimentaire. Je pense notamment aux vins. Alors, les champagnes ne sont pas frappés, mais les vins, le fromage, encore une fois. La France réalise 20% de ses exportations, encore une fois, de vin sur le marché américain. C'est un coup dur. Alors, sur certaines filières, effectivement, ça va peser d'ailleurs. Je ne minimise pas sur certaines filières. J'essaie de mettre une vision macro. Alors, sur certaines filières qui sont explicitement visées, d'ailleurs, c'est amusant. Les Américains sont pleinement conscients que le commerce intra-groupe avec l'Europe est très fort. On parlait du Brésil tout à l'heure. Même sur le système aéronautique, Airbus est un gros consommateur de sous-traitants américains. Il aurait été autant plus simple de dire l'histoire part d'Airbus, on va taper Airbus, c'est pas le cas. Là, on tape directement sur des petites filières qui sont effectivement assez symboliques. Et puis, il a pas eu la main lourde sur Airbus, effectivement, le président Trump. D'ailleurs, on a vu la réaction du titre Airbus qui a fini en hausse de quoi, je crois, plus 5% hier. Ils sont neutres par rapport à ça pour l'instant. Ouais. Donc en comparaison avec ce qu'il a fait avec la Chine, ce que vous nous dites, en gros, c'est que c'est peanuts, quoi. Pour l'instant. Pour l'instant, effectivement. Pour l'instant, parce qu'on a quand même, pardon, enfin je ne vais pas préempter ce que vous allez dire, mais il y a quand même, début novembre, on va savoir s'il s'attaque ou pas frontalement aux voitures européennes. On comprend qu'on le sait, on l'a dit, ce sont les voitures allemandes qui sont visées. Absolument. C'est depuis le début, le grand jeu entre l'Europe et les États-Unis, c'est la question des voitures allemandes. Il faut arrêter de se positionner sur des questions agroalimentaires qui sont importantes pour nous. C'est toujours nous qui perdons à ce jeu-là, de toute façon. Mais bon, c'est une autre question. Bon, si on regarde ce qu'il a fait avec effectivement avec le gros sujet qui est la Chine, et là, on change qualitativement et quantitativement. Les réponses de 7,5 milliards d'euros en Europe, c'était après une décision de l'OMC, donc c'est avec la bénédiction du système mondial d'organisation des flux. Il est dans son bon droit. Il est dans son bon droit. On lui a dit, monsieur, faites-vous plaisir, œil pour œil. C'est pas œil pour œil, dent pour dent, c'est œil pour dent, dent pour œil, puisque on tape à côté. C'est pas Airbus, c'est la filière agroalimentaire. Les 300 milliards d'euros de flux en provenance de la Chine que Trump s'apprête à taxer, c'est quasiment l'équivalent du déficit commercial de l'Amérique avec l'Empire du Milieu. Là, on est dans d'autres volumes. Donc à la fois de manière qualitative et quantitative, c'est pas la même histoire. Non. Qu'est-ce qu'on se dit au-delà de ça? Si on prend un peu de recul sur le commerce international, on a du mal à expliquer depuis la crise de 2008 d'avoir cette rupture dans la croissance des échanges mondiaux qui s'est ralentie, qui avant était un accélérateur de croissance mondiale et qui aujourd'hui croît moins vite que le PIB dans son ensemble. Il y a des gens qui phosphorent là-dessus. Ça croît pas moins vite que le PIB, ça croît beaucoup moins vite que il ne progressait avant. Il y avait un facteur 2, 3, enfin je ne me souviens plus. Voilà, le commerce mondial, en général, c'était 2 fois, 3 fois le PIB. Là, aujourd'hui, on est en dessous. On est très en dessous. Alors, cette décroissance, ce ralentissement de ces deux phénomènes avec l'autre, c'est vrai que, par exemple, je coupe les chiffres de l'OMC qu'on a eu cette semaine, une division par 2 des échanges mondiaux sur 2019. Ouais. Ah oui. Divisé par 2 une prévision de croissance, ça veut dire que ça ralentit sacrément. Et donc voilà, pardon. Pardon, non, je vous en prie, c'est quand même quelque chose qui il y a un changement de paradigme, semble-t-il. D'ailleurs, même le CEPI, pourtant qui est un organisme français qui est assez pro-commerce mondial, s'interroge sur l'existence d'une crise systémique. Dans la dernière livraison qu'il a fait l'économie mondiale, son chapitre consacré à ce sujet, c'est commerce international, une crise systémique.
Alors, le pourquoi, le comment, beaucoup d'économistes se planchent dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis quelque temps, les gens gagnent aussi sur des questions de protectionnisme. C'est ce qui s'est passé. Il a clairement fait sa campagne là-dessus, Trump aux États-Unis. En Europe aussi, ça monte. Alors, c'est Parce que le commerce mondial crée aussi des frustrations. Ah bah, eh bien, la mondialisation se vengent en mettant en pouvoir des gens qui sont souverainistes. La mondialisation heureuse, avec tout le monde il est beau, tout le monde il est gagnant, tout le monde il est gentil, c'est quelque chose dont il a fallu quand même, dont on est revenu. Les travaux de Branko Milanovic, avec sa fameuse courbe de l'éléphant, montrent qu'à ce grand jeu, il y a beaucoup de perdants, notamment en Europe occidentale et dans les pays développés. Et ça, à la fin, c'est une traduction électorale. C'est pas complètement neutre dans la façon dont les gens ont vu aussi une partie de leur pouvoir d'achat être attaqué, rongé. Et c'est vrai aussi de la part des États qui ont quand même. On vivait dans un monde multipolaire, oui, et un monde organisé autour de l'OMC. Et en fait, depuis les années 2000, et ça date d'avant Trump, qu'est-ce qu'on observe? C'est quand même la multiplication des accords bilatéraux. Donc c'est quand même quelque chose qui change un peu la donne sur ce monde organisé autour de l'OMC. C'est antérieur à Trump. Un autre signe, c'est aussi la montée de la question du changement climatique. Il y a dans la nature de ces deux phénomènes, augmentation du commerce mondial avec des gros flux dont on connaît depuis peu la réalité en termes d'émanation des gros cargos qui traversent les océans. Il y a une prise de conscience d'un équilibre qui tourne pas vraiment rond là-dessus. Et donc le ralentissement de la croissance mondiale, enfin des échanges mondiaux, du commerce mondial, est accéléré, est accentué par ce que fait Trump, mais même s'il n'était pas là, on aurait ce ralentissement. C'est ce que nous disent les têtes bien faites qui ouais, il y a ça, et on voit donc même depuis avant Trump, il y a quelque chose qui ne va plus. Le duopole américain-chinois, où les Chinois étaient chargés de faire baisser les prix, où on avait donné aux Chinois les transferts technologiques sur des productions assez comment dire, de base. On voit que ce système-là a explosé et que depuis 2008, c'est concomitant aussi à la crise. Les Chinois se sont positionnés sur une projection du monde différente. On le voit bien avec la 5G, le nucléaire et d'autres technologies. Et l'espace sur lesquelles ils sont présents et ils commencent à exceller. Et c'est ça, le toile de fond. Et il est là le jeu, évidemment. Trump, quand il fait ça, il s'est aperçu, et il est d'accord aussi avec une partie des élites républicaines et démocrates sur cet endiguement de la Chine. C'est ça qui est visé. Xi Jinping, dans le dernier plan quinquennal de développement, veut orienter, veut sortir de son unique prestation de fabrique du monde. Ils ont un objectif de devenir la superpuissance qu'ils avaient été avant l'organisation. Et pour ça, ils ont les moyens. Et c'est le moment où Trump choisit d'attaquer, c'est un sujet éminemment politique. Ouais. Pour finir, juste et pour reboucler la boucle, si pour l'instant les sanctions, encore une fois, de Trump, qui sont légitimées, encore une fois, avec la bienveillance de l'OMC sur les produits européens, notamment français, et avec une filière agroalimentaire, vin et fromage notamment, qui prendra de plein fouet, il ouvrira ou pas un front contre l'Europe, Donald Trump? Pour l'instant, sa guerre, elle est contre la Chine. On ne sait pas trop, et on aura la réponse effectivement sur l'automobile, savoir s'il ouvre ou pas, si on reste à une guerre, encore une fois, ou si là, on rentre vraiment de plein pied dedans avec un nouveau front qui est ouvert avec les Européens, ses alliés. C'est un choix. Et là, pour le coup, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas vous dire. Il ne m'a pas appelé hier, j'aurais bien aimé, mais la réalité des choses, c'est que on parlait tout à l'heure de Lubrazol, j'ai du mal, pourtant je travaille dessus. Le commerce intra-groupe entre les États-Unis et l'Europe, il est quand même très profondément. C'est un fait profond de la réalité économique entre les deux zones. Et donc il faudra qu'il comprenne qu'il se tire aussi une balle dans le pied s'il fait ça. D'ailleurs, on l'a vu avec Airbus, il aurait pu frapper tous les Airbus. Non, les composants, tout ce qui est assemblé ne sera pas frappé parce que beaucoup d'Airbus sont construits sans le sol américain. Une partie ou un tout. En tout cas, le Airbus, c'est une entreprise qui se source beaucoup aux États-Unis. Et l'industrie américaine est aussi très liée à l'industrie européenne. C'est compliqué. Alors effectivement, il faudra qu'ils trouvent des voitures allemandes
qui pour le coup sont effectivement pas dans ce système intragroupe. Parce que BM aussi, enfin encore une fois, BM, on reçoit d'ailleurs le président de BMW dans quelques semaines, ils produisent, je me rappelle, il me l'avait expliqué, il y a une grosse partie de la production qui était coulée sur le sol américain qui est produite, je crois que c'est en Virginie, de mémoire. Ils ont une grosse usine BMW, donc... Ah, je sais pas. Eh ben voilà, eh ben j'apprends des trucs au magazine Marianne. Avec plaisir. Magazine Marianne de cette semaine, je ne sais pas si on a la couverture, qu'on va pouvoir regarder. Normalement, oui. Évidemment, Rouen derrière l'écran de fumée. En économie, quoi d'autre sinon pour nous? En économie, ben, on a pas mal traité le sujet de Rouen avec la question de la sous-traitance dans l'industrie chimique. C'est aussi une perte de savoir-faire, une perte de sécurité qui est potentiellement aussi qui explique potentiellement ce qui s'est passé là-bas. Bon, voilà, tout ça est à lire dans le magazine Marianne de cette semaine. Merci beaucoup Emmanuel. Bon week-end. Merci David.